Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. En voici les titres. Cotonou accueille depuis ce matin des consultations internationales sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ces assises doivent proposer des outils d'élaboration d'une stratégie nationale ZLECAf. Des partenaires multilatéraux du Bénin exposent leurs futurs agendas de coopération sur la période 2024-2026. Il s'agit du FNUAP, du PNUD et de l'UNICEF. La synthèse de leurs principales projections dans ce journal. Discussion de coopération entre l'ambassadrice de Belgique et le président de la Cour suprême. Sandrine Plateau est allée échanger avec Victor Dassi Adossou sur la coopération bilatérale judiciaire. À nouveau, bonsoir. Le Bénin abrite depuis ce matin des consultations internationales destinées à faire des propositions pour une stratégie nationale ZLECAf. La ZLECAf, c'est le grand marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Entre opportunités et risques, des pays comme le Bénin hésitent à y entrer de plein pied. Les consultations de Cotonou vont explorer des outils de la stratégie nationale ZLECAf adaptés à l'état de notre économie à travers ses forces et ses faiblesses. Les enjeux de ces assises, c'est avec Marcel Arrossi et Daniel Ada. Quels risques encourt notre économie, nos échanges commerciaux avec l'Afrique par sa participation au nom du marché africain? C'est ici que démarre l'appropriation du contenu et des implications de l'accord sur la ZLECAf, accord historique qui porte l'ambition d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Au cœur des échanges, dans ce cadre pluriacteur et diversifié, les orientations stratégiques et les politiques devant guider le processus de formulation de la stratégie nationale du Bénin. Il est indiqué, avant tout engagement profond et irréversible, d'identifier en collaboration avec toutes les parties prenantes au plan national les mesures et de convenir les moyens en fonction des réalités nationales pour intégrer les dispositions de l'accord ZLECAf dans les politiques et programmes nationaux de développement. Pour des résultats probants, la stratégie ZLECAf du Bénin se doit d'être efficace et intégrée en vue de maximiser les bénéfices que généreront l'accord tout en réduisant ses potentiels effets néfastes. Nous avons bien sûr besoin que tout cela repose sur des données fiables et des analyses à la fois pointues et probantes. Pas sur les sentiments des uns et des autres, pas sur les perceptions, mais sur la réalité et sur les données. Je réitère l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le Bénin dans sa recherche visant à faire de la ZLECAf un véritable accélérateur du développement. C'est le moment pour le Bénin de mesurer les intérêts et les risques de sa décision. Des partenaires multilatéraux du Bénin renouvellent leurs engagements. Il s'agit de l'UNFPA ou le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Il s'agit également du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Au Palais des Congrès, les différents représentants de ces institutions onusiennes ont exposé les principaux programmes pour la période 2024-2026. Suivons ici la synthèse de Brice Menahi et Daniel Ada. Devant cette assistance, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF présentent les axes de coopération avec le Bénin sur la période 2024-2026. Oui, la tendance, c'est à la baisse. Dans cette présentation, j'ai montré les grandes parties du programme qui portent sur l'analyse de la situation, où j'ai démontré comment les indicateurs sociodémographiques évoluent au Bénin, avec un niveau de population de 12 millions d'habitants. Nous avons également regardé les aspects liés à l'évolution de la fécondité, avec une tendance à la baisse de l'indice synthétique de fécondité qui passe de 5,7 à 4,7.
Et donc, nous avons également abordé les aspects sociaux économiques. C'est tout simplement de revenir sur le contexte qui a permis de formuler ce nouveau CPD. Ce nouveau CPD est en parfait alignement avec les priorités nationales définies dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il est en alignement également avec le plan stratégique du programme des Nations Unies pour le développement. Ces différents programmes ont pour cible les populations béninoises. Ces documents seront soumis au gouvernement. Après cette présentation, le processus va se poursuivre jusqu'à l'endossement du document. L'endossement du document, ça veut dire quoi? Le gouvernement va approuver ce document-là et après ça, on va passer à la mise en œuvre à partir de 2024-2026. En s'appuyant sur ces différents programmes, le gouvernement béninois va accentuer sa dynamique d'offrir un mieux-être aux populations. Je l'annonçais en titre, la nouvelle ambassadrice de Belgique près le Bénin et le Togo a été reçue à la Cour suprême à Porto Novo. Sandrine Plateau y est allée échanger avec le président Victor Daciadossou de coopération bilatérale avec les juridictions belges. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Calvador Arwanou et de Nathalie Doris Owolabi. Je suis venue ici dans le cadre d'une visite de courtoisie suite à mon arrivée il y a quelques mois à Cotonou. Et voilà, je fais le tour des institutions du pays, voilà, autant le pouvoir judiciaire également qui fait partie des institutions qui contribuent au bon fonctionnement de l'État. J'ai pu échanger avec le président de la Cour suprême sur les activités de cette juridiction et puis la collaboration dans le cadre de la francophonie, mais aussi éventuellement au niveau bilatéral avec les juridictions belges. C'est une institution qui a l'air de bien fonctionner, qui fait face également aux mêmes défis que les juridictions belges connaissent également, les arriérés, et qui joue quand même un rôle essentiel dans la stabilisation du pays, dans la connaissance du droit. Nous avons pu échanger sur le système judiciaire belge et béninois. Les institutions se ressemblent mais ne sont pas exactement les mêmes. Les compétences peuvent être un petit peu différentes. Mais ça participe au bon fonctionnement du pays. Et le français aussi nous rejoint, nous permet d'échanger sur la façon de motiver les décisions, quel rôle peuvent jouer les juridictions et de peut-être éventuellement avoir des partenariats plus proches vu que la langue nous permet ce rapprochement. Valorisons les semences des paysans. Mot d'ordre du réseau Djinoukoun Copagène. Ce réseau continue ainsi son combat agroécologique. Il a organisé, comme à son habitude, une conférence publique pour attirer l'attention de l'opinion sur la problématique des semences dans le développement agricole du Bénin. Semences paysannes ou OGM, telle est la question en débat. Jean-Claude James, François Zinso. Deux acteurs bien avertis face à un public de curieux. Quand ils abordent la question des semences agricoles, sujet de cette conférence, ils ont un discours tranché. Le système semencier paysan du Bénin et de l'Afrique est en danger. Pour les conférenciers, les semences hybrides, certifiées ou améliorées, conduisent aux OGM. Un choix que dénonce le réseau Djinoukoun. C'est des organismes génétiquement modifiés. Nous disons que c'est une sélection contre nature. C'est parce qu'il y a OGM qu'on a bien dit protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la biodiversité. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il faut prendre des mesures au niveau national pour contrôler. Nous là, on n'est contre personne, mais c'est tout ce que nous pouvons faire pour accompagner le PAG et le président de la République qui fait de bonnes choses. Mais quels sont les problèmes liés aux OGM? Il y a le coût élevé de production. Il y a la dépendance plus forte des producteurs parce que là, vous ne pouvez même pas ressemer. Donc il y a ce qui est très grave, la pollution génétique, la dégradation des sols aussi. Il y a aussi l'alimentation, donc notre santé qui est touchée. Notre appel ici, c'est de supplier les décideurs du Bénin, surtout le président de la République, qui a déjà fait beaucoup de choses de bon pour la population, de regarder, d'analyser. Le réseau Djinoukoun s'est assigné comme mission de sonner l'alerte à travers ce genre de rencontres. La prochaine est en mai.
Le ministre des Enseignements maternels et primaires a lancé aujourd'hui le projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. Il s'agit d'un projet visant à renforcer le système éducatif dans le Nord et accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale. Le programme est initié par l'UNICEF avec l'appui de l'Union européenne. Précision, Christelle Tongodo, Ramatoulawane. Au Nord Bénin, de nombreux enfants n'ont pas accès à l'école en raison des attaques terroristes. D'où cette nouvelle approche du gouvernement qui consiste à intégrer les jeunes et enfants comme acteurs de changement en ce qui concerne la promotion d'une culture de paix. Ceci à travers ce projet intitulé « Jeunes pour la paix au Nord Bénin ». Eu égard au constat de résurgence de ces attaques, il apparaît approprié de promouvoir l'éducation à la paix. Ce programme, qui se déroulera dans les communes de la Takora, dans le département de la Libori, Banikwara, Karimama, et dans le département de la Donga, Wake, répond parfaitement à l'ambition du gouvernement d'assurer une amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale. Ceci répond à l'axe stratégique 6, pilier 3, du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il s'agit aussi pour l'UNICEF de faciliter la question de l'identification des jeunes et des adolescents qui vont pouvoir avoir accès à des formations professionnelles et aussi à des formations pour faciliter leur intégration dans le monde du travail. Mais le plus important dans toutes ces dynamiques, c'est aussi le rôle que les jeunes et les adolescents vont jouer comme acteurs positifs au niveau de la communauté pour rallier et mobiliser d'autres jeunes et d'autres adolescents autour d'eux pour passer les messages de paix. Grâce à nos efforts collectifs, ce sont plus de 40 000 enfants, adolescents et jeunes qui pourront avoir accès à l'école, avoir des meilleures opportunités de formation et d'emploi et s'engager dans leur communauté pour promouvoir la paix. Ce projet sera mis en œuvre jusqu'en juin 2024 pour une valeur de 1,5 milliard de francs CFA. Il concerne particulièrement les enfants hors de l'école et ceux des écoles coraniques, mais aussi les filles ou jeunes en recherche d'alternatives, éducation ou de formation. Le fromage local communément appelé wagashi fait actuellement l'objet d'une rumeur lancinante. Pour certains individus, il serait à la base du décès de 6 personnes à Dassa. Ces derniers ont même fait circuler l'information sur les réseaux sociaux pour rassurer l'opinion. Les autorités départementales de la santé, de l'élevage et la police républicaine des collines sont montées aussi au créneau pour apporter un démenti formel. Elles sont ici au micro de Renaud Akapo et de Giscard Apovi. Nous avons eu la nouvelle, je crois que c'était le dimanche, et lorsque la nouvelle est tombée, nous avons activé notre système de surveillance. Au finish, on s'est rendu compte que ni les infirmiers chefs poste, ni les autorités locales, ni les services de commissariat, personne dans tout le lot n'a une information du genre. Et lorsque nous avons essayé d'analyser, nous nous sommes dit, est-ce que celui que la filière nourrit peut choisir délibérément et spontanément de la saboter? L'information qu'on est en train de donner, où on a dit que c'est par rapport à la situation de Soklobo que la communauté Peul veut se venger. Si on se met dans la logique que c'est vrai et on analyse le processus, le procédé de fabrication de fromage, aujourd'hui la filière est tellement organisée que ce n'est pas le producteur de lait, c'est-à-dire le propriétaire ou bien celui qui a le campement qui transforme à 100% le lait qu'il produit. Et si on prend la population de Soklobo, les producteurs de Soklobo, les fromages qu'on produit, si on fait le pourcentage de ceux qui consomment, ceux qui achètent, est-ce que la population importante, les acheteurs, ce sont les producteurs? Ce n'est vraiment pas ça. Nous nous sommes dit, mais s'il y a 3, 4, 5, 6 décès successifs ou consécutifs ou concomitants dans une communauté, est-ce que ça peut passer inaperçu? Et donc, c'est une façon de dire que quand on recoupe tout ça, on peut se dire sans risque de se tromper que
certainement une rumeur et nous allons profiter de l'occasion pour rassurer la communauté, rassurer les populations, pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que ce qui passe sur les réseaux sociaux est une vérité. Voilà, des rumeurs démenties par ces images assez éloquentes de ces femmes tout en appétit sur le fromage local. Sur Internet, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le piège n'est pas loin au bout d'un clic. La vigilance s'impose donc. Les participants à l'émission spéciale Focus sont suffisamment avertis. Retour sur le conseil. Que personne ne vous appelle. Si quelqu'un a mal envoyé son argent, qu'il appelle MTN, qu'il appelle Move, qu'il appelle Celtis, pour justement récupérer son argent. C'est pas à vous de lui renvoyer l'argent. Même si c'est vrai, même si c'est faux, ne remboursez pas vous-même. Laissez l'opérateur faire son travail. Votre téléphone, vous n'avez fait aucune action et vous recevez une demande de valider une opération. Vous n'avez jamais reçu ça? Ça peut arriver. Et par mégarde, par autre, vous mettrez votre code PIN et puis c'est fini. Ça suffit, vous avez validé la transaction. On vient de vous prendre un certain montant, donc il faut être très vigilant. On peut vous dire, vous avez gagné tel, allez auprès de tel agent Momo et composez tel code. Dans tel code que vous avez composé, en fait, vous venez de libérer tout votre argent. Voyez-vous. Donc il faut vraiment être... et puis, le conseil le plus simple, ne montrez pas votre nullité à des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'amour en ligne n'existe pas avec des inconnus. Ne faites pas ça. Votre vie ne changera pas. On ne vous fera pas venir au Canada parce que vous avez montré votre nullité en ligne. Ne faites pas ça. Il y a trop de victimes aujourd'hui et nous, on est limite saturés par ça. Alors qu'il y a des cas, comme vous dites, qui sont plus gros, des cases de banque, etc. Mais la bande passante est saturée par les cas de sextorsion. Donc, comment on va vous dire, oui, le véhicule que je vous vends est moins cher parce que moi, je veux changer de vie, je n'y tiens plus. Je ne tiens pas, l'argent n'est pas un problème. Tenez, je le brade même, allez, à 3 000 €, bien à 3 fois moins cher. Prenez, ça ne m'importe pas. Moi, je veux juste me débarrasser de ça. Quand ça devient aussi beau, laissez tomber. Telle personnalité publique fait dans le social, offre des bourses, comme il affiche ces délinquants-là sur les réseaux. Et pour bénéficier de cette bourse, on vous demande d'abord une contrepartie. Vous n'avez pas encore eu la bourse, mais vous commencez déjà à débourser de l'argent. Quand vous voyez ça, vous vous interrogez et vous dites, c'est pas évident. C'est pour ça que le gouvernement donnera davantage de moyens aux structures compétentes pour faire le travail, afin qu'elles soient plus efficaces pour prémunir nos concitoyens et que les cas où il arrivera que le forfait ait été commis, que la justice frappe de façon implacable. Une épée de Damoclès semblerait peser sur la tête des parents des jeunes cybercriminels. Oui, peut-être, mais dans des conditions bien définies, s'il est notamment établi qu'ils sont complices. Le porte-parole du gouvernement lève l'équivoque. À nouveau, Wilfried Léon Hongbeji. En vérité, c'est pas ce qu'on a dit. En vérité, c'est pas ce qu'on a dit. La question de vos confrères m'a amené à expliquer que si un parent est convaincu de complicité d'activités illicites de son enfant, il sera traité comme n'importe quel autre complice, comme l'ami, le camarade de jeu de son enfant qui connaît ses activités illicites. Si le conjoint sait, c'est-à-dire que les enquêtes démontrent que vous êtes au courant et d'une manière ou d'une autre, vous avez participé ou bien aidé, vous êtes complice. Je n'ai pas dit que systématiquement. Si on prend quelqu'un, on ira dans son quartier ramasser ses parents et ses amis. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des parents, et encore une fois, j'ai la faiblesse de penser que tous les parents au Bénin donnent une bonne éducation à leurs enfants, veulent le meilleur pour leurs enfants, et qu'aucun parent ne connaît les activités illicites de son enfant et les couvre. J'ai la faiblesse de penser cela. Lutte contre la cybercriminalité, on en parle toujours. L'escroquerie via Internet peut prendre plusieurs formes. Retour ici sur quelques actes d'escroquerie. La toute première de la liste, l'arnaque aux faux prêts bancaires. Qu'est-ce que c'est et comment se manifeste-t-elle? Réponse dans ce commentaire signé Rebecca Kendiaoundé, Mohamed Bior. Arnaque aux faux prêts bancaires. Il s'agit d'une arnaque courante et lucrative pour les cybercriminels. Leur méthode consiste à créer des campagnes publicitaires pour de fausses institutions bancaires ou structures financières
qui sont ensuite diffusées sur plusieurs plateformes grâce à des moyens de publicité agressives tels que Google AdWords, ciblant des pays spécifiques. Les cybercriminels se spécialisent souvent par pays en se concentrant sur un marché spécifique. Les victimes intéressées par les offres alléchantes prennent contact avec les escrocs via de fausses adresses mail, Gmail, Yahoo ou de faux comptes sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, créés avec de fausses identités collectées sur Internet. Certains escrocs achètent également des comptes de messagerie légitimes qui ont été piratés. Lorsque les victimes prennent contact pour obtenir des informations sur les prêts bancaires, elles sont placées dans un processus bien élaboré avec des tests pré-rédigés pour les rassurer. Vous faites signer, on n'abandonne jamais un gain. Celui-là, ok. Les escrocs rassurent la victime sur la garantie du prêt, les conditions alléchantes et encouragent la victime à effectuer un premier paiement pour l'ouverture du dossier ou du compte. Par la suite, les victimes sont confrontées à une série de frais farfelus tels que des frais imprévus, des pots de vin supposés pour accélérer le processus, des frais fictifs de taux de change, des frais d'assurance, des autorisations du tribunal. Les victimes peuvent être amenées à dépenser des millions de francs CFA dans l'espoir d'obtenir un prêt, mais sans jamais en recevoir. Cette arnaque peut durer plusieurs années et les auteurs peuvent revenir plusieurs fois sous différents prétextes pour soutirer de l'argent aux victimes, se faisant passer pour un avocat ou un agent d'Interpol. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oh, là. Oui, bonjour. Oui, c'est Maître Christophe. La lutte au Bénin contre ces actes d'escroquerie virtuelle reste implacable. Moi, je vous parle, nous avons 1188 détenus dans les prisons pour des faits de cybercriminalité. Je mélange à la fois ceux qui ont déjà été condamnés et ceux qui sont en attente de leur procès. Mais globalement, nous avons 1188 détenus dans les prisons du Bénin pour des faits de cybercriminalité. Si vous êtes victime d'arnaque au faux prêt bancaire, la procédure de dénonciation est assez simple. À chaque fois que vous êtes aux prises avec une activité de cybercriminalité, écoutez, saisissez le service spécialisé, saisissez le commissariat d'arrondissement de votre localité et eux, ils se chargeront de recourir à l'OCRC. Si vous n'êtes pas à Cotonou et environ pour pouvoir aller à l'OCRC vous-même directement. Nos fonctionnaires de police, la criette, tous ceux qui interviennent dans la répression sont de plus en plus outillés pour traquer les cybercriminels. Naviguer, oui, se faire des amis, sans doute. Mais attention, l'arnaque n'est jamais loin. Eh oui, vigilance donc. On reste dans l'univers numérique, mais on change de sujet avec la Commission interministérielle des systèmes d'information et de connectivité du secteur environnemental qui a tenu sa toute première session ordinaire. Cette rencontre va permettre à ce département ministériel de s'arrimer à la modernisation digitale de l'administration. Écoutons ici le ministre Tonato et le directeur des systèmes d'information sur les enjeux. Cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité de notre ministère par rapport au cadre réglementaire national en matière de système d'information. Je vais terminer par mon engagement personnel en tant que DSI, mais également l'engagement de toute l'équipe de la DSI à appuyer le ministère et pour pouvoir donc passer à cette transformation numérique telle que le gouvernement nous l'exhorte, surtout avec l'appui sans faille de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Je crois que nous sommes très loin aujourd'hui d'utiliser le quart, voire le dixième de potentiel que les outils qui sont mis à notre disposition permettent sur tous les champs de notre activité, sur la surveillance même de nos forêts. Je donne un exemple en passant. Il faut que ces sessions-là nous apportent vraiment une valeur ajoutée, fondamentalement dans notre travail et également dans la qualité des services que nous rendons aux usagers. Nous sommes sur le terrain, ne l'oubliez pas, du changement de comportement, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement et la lisibilité que les gens ont de notre action est fondamentale.
Actualité décentralisée avec l'installation du nouveau maire de Soava, officiellement entré dans ses fonctions. André Oussou Todié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris un engagement, œuvrer pour le bien-être de la population de sa commune après le départ de l'ancien maire pour le Parlement. Il a pris ses engagements devant nos reporters Gilles Dansou et Daniel Ada. Une nouvelle page s'ouvre dans la gestion de la commune de Soava. André Oussou Todié prend le gouvernail en remplacement de Jean-Major Zanou, élu député à l'Assemblée nationale. Une cérémonie de passation de charge empreinte de convivialité. Que pourrais-je dire pour remercier la population de cette belle cité? Vous avez plu à nous et cette écoute nous a conduit à des succès inattendus. Je suis convaincu que c'est en œuvrant à bâtir une commune où les hommes et femmes, jeunes et personnes âgées se sentent heureux de vivre, où ils trouvent réponse à leurs préoccupations quotidiennes de développement et où ils se sentent pleinement partie prenante de la vie socio-économique, culturelle et politique de leur commune que nous réussirons à ancrer localement la décentralisation. Le représentant du préfet de l'Atlantique donne ses impressions. Vous savez désormais la responsabilité, la charge, l'honneur et le prestige liés à vos fonctions. Soyez, monsieur le maire, rassuré de ce que on peut sans se tromper dire que vous avez du cran pour mener à bon port cette équipe communale que vous dirigez désormais. La cité lacustre de Soava pour une nouvelle gouvernance. On reste dans nos terroirs avec la communauté nationale du culte vaudou du Bénin dans les départements du Mono et du Koufo qui était en assemblée générale à Lokossa. La vulgarisation des textes fondamentaux et la mission de la communauté vaudou au service de la nation ont fait l'objet des échanges. Les précisions avec Abdoulaye Momouni Yakoubou. Cette assemblée générale renforce la vie associative de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin dans le Mono et le Koufo. Pour les organisateurs, la pérennité de cette rencontre constitue la priorité pour le vaudou au service de la nation. Il est question d'expliquer dans toutes les langues tout ce qui concerne nos textes fondamentaux pour que chacun puisse comprendre quels sont ses devoirs et quelles sont ses obligations, ses avantages. Cela va grandir notre association et ça va réduire les manquements. À la fin de l'année 2024, on va refaire encore l'Assemblée générale, ça va être continuel. Et ce ne serait pas seulement dans le Mono Koufo seul, ça va être dans tout le Bénin. Une association qui vit, qui ne fait pas d'Assemblée générale, sa vie n'est pas normale. Les membres de nos ancêtres vont beaucoup nous aider et on sera toujours en train de faire la prière qui est la paix au Bénin. Un grand merci aux chefs traditionnels qui sont les conservateurs, qui sont les gardiens de notre tradition. C'est fondamental. La culture est la fondation du développement. C'est vous qui priez pour la paix dans ce pays. La communauté nationale du culte vaudou du Bénin exhorte par ailleurs les autres confessions religieuses à soutenir les actions de développement du Bénin et la préservation de la paix. Je m'inspire de ces appels à la paix pour vous souhaiter une paisible soirée. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à cette livraison. Bonsoir chez vous.